Salut à tous, aujourd'hui, nouvelle vidéo, je suis de retour en solo, voilà, dans ce magnifique décor, pour vous parler de mes 10 films préférés. Les 10 films que je préfère de tous les temps. Vous voyez plein de films tous les jours, moi aussi, et ceux dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est ceux que je préfère de tous les temps. En aucun cas, je ne prétends que ce sont les meilleurs films, c'est un avis purement subjectif, c'est mes films préférés, et j'ai envie de vous les partager, tout simplement, en cette période de Covid. Ce sera peut-être l'occasion pour vous d'en découvrir, ou d'en redécouvrir si vous les connaissez déjà. Donc c'est parti pour mes 10 films préférés. I don't understand. Which part? Ok, on commence fort, j'avoue, j'adore ce film. Après, vous vous doutez bien que si les dans stop, c'est que j'aime beaucoup ce film, forcément. Chose importante à préciser, j'ai découvert ce film extrêmement tard, ok? Le film est sorti en 2010, je l'ai vu l'an passé, quelque chose comme ça, donc j'ai vraiment mis du temps à le découvrir. Pourquoi ce film est génial? Tout simplement parce qu'on nous parle d'un film, enfin on nous vend ce film comme étant le biopic d'un réseau social qu'on connaît tous depuis maintenant plus de 10 ans, et c'est exactement ce que c'est pas. Pour moi, c'est clairement un film qui arrive à raconter une histoire et qui va au-delà de son sujet initial, et ça c'est extrêmement fort. Alors oui, après on nous présente ce perso de Zuckerberg qui est extrêmement intelligent, qui réfléchit à une vitesse folle, et c'est illustré par des dialogues ultra complets, qui vont très très vite pour montrer à quel point il pense rapidement et ça va très vite dans sa tête. D'ailleurs, Jesse Eisenberg le joue extrêmement bien dans le film, j'adore cet acteur, j'espère que vous aussi. Après, ce qu'il y a de bien, c'est que la finesse de l'écriture arrive à nous montrer que le type qui a inventé Facebook et qui a un peu révolutionné un petit peu toutes nos interactions sociales, c'est aussi une grosse merde parfois quand il s'agit d'interagir avec des gens. Il y a la scène où il est en train de parler avec sa future ex-copine et vraiment il se plante lamentablement et c'est génial. Le montage et les dialogues rendent le film extrêmement fluide, on prend plaisir à suivre cette histoire. Les comédiens, ils sont tous géniaux. Jesse Eisenberg, du coup, Andrew Garfield, on a Justin Timberlake, Rooney Mara, Armie Hammer, voilà, tout le casting est dingue et porte ce récit mais à merveille. Donc voilà, si ce film est dans mon top 10, c'est aussi évidemment mon Fincher préféré. On passe au top 9. But you will always remember him as Rocky. Bah oui, évidemment. Évidemment, Rocky est dans mon top 10. Voilà, si vous suivez la chaîne depuis un petit moment, vous savez que je cite ce film régulièrement parmi mes films préférés. C'est un film qui est extrêmement important pour moi. Déjà, j'ai un attachement tout particulier à ce film et à la saga par extension, parce qu'il s'agit des premiers films que j'ai découverts à un âge où on est en mesure de comprendre ce qu'on est en train de regarder. Voilà, c'est les films qui m'ont apporté énormément de choses. Je les regarde avec mon père à un nombre incalculable de fois, et voilà, c'est pour ces raisons en partie qu'il est dans mon top 10. Déjà, Rocky, c'est un film qui arrive à être un film de boxe sans être un film de boxe. Je m'explique. Bien qu'il s'agisse d'un film de boxe avec un boxeur qui fait des matchs de boxe. D'ailleurs, le film a été inspiré en partie par le combat entre Mohamed Ali et Chuck Wepner en 1975. C'est surtout et avant tout un film qui nous parle de la vie et des combats qu'on mène dans la vie au quotidien. Déjà, tout d'abord, le film me séduit par ses personnages. Rocky, c'est un mec ultra sympa, un mec gentil par définition, il a vraiment le cœur sur la main. C'est un peu un loser, il a pas grand chose pour vivre. Il essaie de survivre entre des combats de boxe clandestins et en faisant les hommes de main pour mafieux, sans vraiment être un méchant parce qu'au fond, c'est un gentil, justement. Et donc le film nous parle de ce mec qui part de rien et qui va tenter d'atteindre son rêve qu'il pensait il y a quelques mois encore inaccessible. C'est un film que je revois très régulièrement parce qu'il me fait énormément de bien, il arrive à donner de l'espoir, et ça c'est quelque chose de très fort. Et là où je trouve ça fort aussi, c'est également que le film nous parle de boxe, mais on pourrait associer ça à tellement d'autres domaines. On retrouve tellement de scènes cultes de musique qui sont devenues mais des classiques absolus avec le temps. Personnellement, j'aime ce film pour ses personnages, pour son histoire, pour la morale que ça véhicule et qui pourrait vraiment pousser n'importe qui à se relever dans toutes les situations. Bref, Rocky c'est top 9 et on passe au top 8. Double time swing. No, double time. Double it. Parce que oui, voilà, il faut bien un Damien Chazelle dans tout top 10 qui se respecte, et il y en a évidemment un dans mon top 10. Plus sérieusement, j'aime vraiment beaucoup le cinéma de Chazelle, vous savez à quel point j'aime La La Land, mais j'ai revu Whiplash il y a quelques jours. Waouh. À mes yeux, Chazelle fait vraiment partie de ces réalisateurs les plus prometteurs qu'on a actuellement, et il fera sans aucun doute le cinéma des prochaines décennies, facilement. Et ce qui est fou, c'est que c'était déjà le cas au moment de Whiplash, en 2014. Pour parler du film, personnellement, je trouve Whiplash éprouvant. Et je dis pas ça négativement, il y a peu de films qui arrivent à faire ça, mais c'est un film qui arrive à me prendre aux tripes, à m'épuiser, et t'en ressors vraiment lessivé en fait. Le film parvient quand même à t'emporter dans un espèce de tourbillon de destruction porté par deux personnages qui sont vraiment en quête d'une espèce de
perfection artistique au détriment de leur propre santé physique et mentale. Quand tu arrives à rentrer dans l'histoire, à être touché par ce que ressentent les personnages, ce qu'ils donnent à l'écran, je trouve ça vraiment fort. Et le choix de la batterie, il est pas anodin parce que c'est quand même... disons que ça sert la mise en scène. Mine de rien, ça donne le tempo du film, le montage est parfaitement maîtrisé. La mise en scène, elle nous plonge vraiment dans la quête de ces personnages, dans leur état d'esprit, dans leur quête de cette perfection justement. Whiplash, c'est la souffrance physique, mais c'est aussi la souffrance psychologique. C'est vraiment un film qui me bouleverse, qui me fait ressentir plein de choses, je passe par tellement d'émotions dedans. Il y a le côté musical que Chazelle affectionne particulièrement, qui remet dans tous ses films. Il y a le côté personnage extrêmement fort, que j'aime beaucoup aussi. Donc voilà, juste pour ça, Whiplash c'est top 8, et on passe à la 7ème position. Hi, creepy guy. Je vous ai dit que j'aimais beaucoup Jesse Eisenberg ou pas? Encore un film que j'ai découvert très récemment, puisque je l'ai découvert pendant le premier confinement. Je venais en fait tout juste de voir Vivarium, et je me suis penché un peu plus sur la filmographie d'Eisenberg. Et du coup, The Double... Comment je vais dire ça proprement? The Double, ça m'a claqué la gueule. Si je devais faire une comparaison de ce film, je dirais que ce film, ça se compare à un rêve. Tant par l'étrange atmosphère qui se dégage de certaines scènes, le mécanisme un peu bizarre de certaines actions, ou le passage, certains passages surréalistes, tout simplement. Enfin, le film va vraiment plus par ce côté fantasque. Le personnage principal, il est complètement abusé, il est déshumanisé, et il est oppressé par tout ce qui l'entoure au quotidien, et quand arrive le double, on assiste vraiment à une comparaison des forts et des faibles. Et c'est encore une fois là que le talent d'Eisenberg, moi, me fascine, parce qu'il arrive avec brio à jouer les deux opposés, et ça c'est vraiment fort. Là où Simon James, donc le personnage de base, est totalement passif et passe le film à s'excuser de tout, James Simon, donc l'opposé, et ça c'est super cool d'avoir trouvé le parallèle même avec les noms, lui il arrive, il est aimé par tout le monde, il est à l'aise dans toutes les situations, et donc le contraste est vraiment fort. Et après le film garde aussi juste ce qu'il faut de mystérieux pour nous tenir en haleine tout du long, et nous faire nous demander mais où est-ce que ça va tout ça? Et je comprends en ça que certains vont trouver le film un peu agaçant, un peu prétentieux même. Mais perso, c'est ce qui m'a plu. Même les décors sont magnifiques, la photo est folle. Enfin, il y a vraiment une ambiance onirique qui se dégage. Et si je devais finir par une phrase un peu cliché d'un journaliste cinéma, je dirais The Double, c'est unique. Voilà, on passe au top 6. Et là, je vais pas me faire que des copains. Ouais, j'en ai bien conscience. Comment dire. Ce film a fait tant de débats au moment de sa sortie que j'avoue j'ai pas toujours compris. Je ne suis pas sans savoir que le film a des défauts, je les vois, je les reconnais. Je suis d'accord avec certaines critiques qui sont faites au film, mais j'aime ce film. Voilà, je peux pas vous dire mieux. Et rares sont les films qui me donnent l'impression de les aimer dès les premières images. Bordel, qu'est-ce que j'avais aimé les premiers trailers. Les premiers trailers, juste en les voyant, je me suis dit je vais aimer le film. C'est pas possible de ne pas l'aimer. Rami Malek, je trouve qu'il fait admirablement bien le travail, et n'en déplaise à tous ceux qui disaient oui c'est facile de mettre une prothèse et de faire du playback, son Oscar il est mérité, il fait une très bonne performance dans le film. Ça c'est un truc qu'on peut difficilement critiquer, et ça fait longtemps qu'il est très très bon. Regardez Mr. Robot, c'est fou. Mais après tout le reste du casting est aussi très fort, j'étais bluffé par la ressemblance de certains comédiens avec les membres originaux du groupe. Lucy Boynton, elle est rayonnante dans chacune de ses scènes. C'est ça qui m'a porté en fait dans le film, c'est les personnages. Globalement c'est un film qui fait du bien, et les quelques écarts avec la réalité, selon moi ils sont là que pour servir une espèce de structure du scénario, donc je pardonne ce genre de choses. Et selon moi, le choix de faire l'impasse sur certaines parties plus controversées de la vie de Freddie Mercury, c'était pour rendre, à mon avis, le film plus accessible à tous. C'est un choix, je suis d'accord, ça peut déplaire à certains qui voulaient un truc 100% accurate, mais voilà, c'est un choix, et personnellement, le film, dans ce qu'il propose, moi, me va totalement, et j'apprécie ce qu'il propose. Donc oui, le film a énormément de défauts, j'entends totalement, mais personnellement, le film me plaît en ce qu'il est. Je passe outre les défauts, j'aime le casting, j'aime la photo, j'aime la réal. Parfois non, mais en partie j'aime la réal. Donc voilà, je revois le film régulièrement, il me fait du bien. Et voilà, il est dans mon top 10. On passe au top 5. C'est parti. Mais pas de manière définitive, en souillant leurs souvenirs. Qu'est-ce qui se passera? Parce qu'il fallait bien un Dolan dans tout ça. Mais oui, évidemment. Et désolé, non, c'est pas Mommy, mon préféré. Juste la fin du monde, de Xavier Dolan. Si je devais résumer ce film en quelques mots, ça serait huis clos, familial, épuisant. Parce que oui, le film est épuisant, dans tout ce que ça implique de bon. C'est un film qui parle de famille, et parfois qui en parle sans parler. C'est assez subtil. L'histoire dans les grandes lignes, on la connaît tous plus ou moins. Cette famille, avec tout ce qu'elle a de caractéristique, c'est une famille qui s'aime sans se le dire. Et là où c'est fort, c'est que chaque personnage est d'une justesse et d'une sensibilité
qui est bouleversante. Et tant dans les scènes de disputes communes où on a un brouhaha, où chaque personnage y va de son petit grain de sel, avec sa personnalité bien propre, et c'est ça qui est fort aussi, c'est que chaque personnage est bien défini. Mais voilà, tout ça c'est un cocktail explosif, et on a des scènes très fortes où ils sont tous ensemble et ça explose de partout. D'autres scènes plus sobres aussi où ils discutent entre eux, où c'est vraiment juste une famille qui discute. Et du coup Dolan il se régale de ça, il se régale de ces petites discussions subtiles sur des thèmes vraiment banals, où tu dis bah clairement on s'en fout, mais il joue ça avec une telle justesse que t'as l'impression que tu fais partie de la famille, que t'es dimanche chez ta grand-mère avec tes cousins et tes oncles et tes tantes. Encore un film qui prouve que bah, Dolan fait vraiment partie des plus grands, et ça fait bien longtemps d'ailleurs. Top 4, c'est parti. Every day I wake up and I hope you're dead. Dead like if I can guarantee Henry would be okay. I'd hope you'd get an illness and then get hit by a car and die. Ah bah du coup, oui, sans surprise, mon top 1 de l'an passé est dans mon top 10 de tous les temps, parce que Marriage Story c'est dingue, voyez-le si c'est pas encore le cas. J'ai adoré Marriage Story, tout dans ce film m'a bouleversé. C'est le portrait parfait de la vie de couple qui se fait détruire par tous les petits tracas du quotidien, la routine, le travail, en fait tout ce qui peut altérer une vie de couple en général. Ça parlera évidemment beaucoup à tous ceux qui ont connu le divorce malheureusement, mais aussi à tous ceux qui ne l'ont pas connu et qui se rendront compte de la difficulté de la chose, qui vont se dire ok, ça détruit vraiment une famille, ça peut détruire une vie, enfin c'est un truc assez terrible. Et la mise en scène de Noah Baumbach elle est géniale parce que elle sert le propos, il va avoir l'intelligence de laisser durer certaines scènes pour justement laisser les comédiens respirer, poser leur jeu et instaurer une ambiance qui va vraiment monter en pression. On a des scènes qui commencent très calmes avec une simple discussion et petit à petit ça va monter dans les tours, ils vont monter en pression et on arrive au climax de chaque scène où vraiment tu te dis mais waouh, ils s'aiment et tu vois à quel point ils s'aiment parce que justement ils se déchirent à ce point. Et laissez de côté Kylo Ren et Black Widow parce que ces deux-là sont tellement plus que ce que Disney en fait, vraiment. C'est bouleversant de réalisme, c'est touchant quand ça doit l'être, et si vous osez me dire que vous n'avez pas pleuré devant le film, vraiment je vous crois pas. Je vous crois pas parce que moi je vous spoile pas si vous l'avez pas vu, mais la scène de la lettre, vraiment, ceux qui l'ont vu vous comprendrez. Et toute l'atmosphère du film me séduit beaucoup, hein, que ce soit la photo ou même les choix de cadrage pour mettre en avant certaines situations, c'est vraiment très intelligent. Et bien évidemment je vous invite à le découvrir si vous l'avez pas vu, c'est sur Netflix donc il n'y a même pas d'excuses. Voilà, on va passer au top 3 et là on rentre dans du très lourd. Io devo tornare lì. Aspetto qualcuno. Ce film est une merveille, voilà, je vous dirai pas mieux aujourd'hui, ce film est une merveille. Il est adapté du livre de Dostoïevski du même nom, et ça raconte cette histoire d'amour, ou plutôt l'attente d'un amour, qui n'arrivera peut-être jamais. Il m'a encore une fois bouleversé du début à la fin. Déjà, visuellement, plastiquement, le film est beau, soit par la photographie en noir et blanc, ou par les décors de cette ville qui a été entièrement recréée en studio, il me semble. Ça crée une atmosphère très particulière et très belle. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'il s'amuse avec le décor, avec l'éclairage, pour faire ressortir une atmosphère et vraiment nous créer à chaque fois un espèce de jeu entre les personnages dans chaque plan. Il va vraiment isoler les personnages dans un lieu et les faire se balader dedans pour vraiment créer un espèce de jeu entre eux, et ça marche extrêmement bien. Le récit nous emporte avec lui et on perd vraiment jamais le rythme, tant on est attaché aux personnages, tant on s'intéresse à ce qu'ils sont, à ce qu'ils se disent et à ce qu'ils pourraient devenir. C'est ça qui est intéressant. Et là où on pourrait trouver le film justement un petit peu agaçant par ce jeu du chat et de la souris, personnellement ça m'a énormément séduit, je me suis beaucoup identifié à leurs angoisses, à leurs attentes même de ce que peut être la vie de couple et leurs relations en général. Et justement le duo Shell-Mastroianni marche extrêmement bien, ils forment un couple de cinéma mais d'une poésie folle. Donc oui voilà, je suis amoureux de ce film, il est 3ème dans mon top 10 et on passe tout de suite au top 2. A songwriter writes a song. We do what we can to endure. Et c'est une surprise pour personne, voilà. Bon, après peut-être que vous l'attendiez en top 1, vu le nombre de fois incalculable où j'en parle, mais non, voilà, ce film est numéro 2. Il y a un autre film qui est un petit peu plus haut, mais ça se joue vraiment de peu. Donc vraiment, ce film, bah, je l'aime. J'aime vraiment ce film, et je pense, sans exagérer, que c'est une de mes meilleures expériences de cinéma. J'étais tellement pas préparé à voir ce film. Je pense que d'une manière générale, ce qui nous fait aimer un film, c'est en partie l'état d'esprit dans lequel on se trouve quand on le découvre. Et là vraiment j'étais pas prêt et je me suis pris une énorme claque dans la gueule. Qu'est-ce que j'aurais aimé voir ce film au cinéma, bordel. Bref, Ghost Story c'est un film qui me fascine. Qui fascine en général, mais je trouve qu'il fascine autant qu'il divise. Et à toutes les personnes avec qui j'en ai parlé et qui l'ont découvert, il y a ceux qui détestent, ceux qui adorent. Salut Thomas. Et justement, ceux qui l'ont détesté, souvent j'ai entendu cette phrase, mais il se passe rien. Et là j'ai envie de dire sérieusement les gars, est-ce que vous avez essayé de voir le film? Est-ce que vous avez essayé de
de voir ce qu'il vous raconte. C'est un film qui, malgré le fait qu'on suive un mort, c'est un film qui nous parle de la vie. C'est un film qui parle de l'homme et de la vanité qu'il peut avoir dans certains moments de sa vie. C'est une ode à la vie justement et au temps qui passe et qui, pour citer Monsieur Gaspard Noé, détruit tout. Et j'aurais presque envie de dire que c'est un film sensoriel. Je déteste les gens qui disent ça, mais ressentez le film avant d'essayer de le comprendre. Enfin, si vous l'avez pas ressenti, vous pourrez pas le comprendre parce que vous serez en dehors du truc et ça marchera pas. Enfin, à mon sens. Je suis pas en train de dire que si vous faites pas ça, vous comprendrez pas. Chacun l'apprécie à sa manière, mais personnellement, c'est comme ça que je le ressens. Ce film, c'est un vertige. Le vertige qui, au-delà de simplement mourir, d'ailleurs, le personnage meurt hors cadre. C'est pas un spoil, c'est le début du film. Il meurt hors cadre et au-delà de mourir, justement, il va devoir accomplir sa mort. Il est donc prisonnier de ce voile blanc qui le rend invisible aux yeux des gens vivants. Il est prisonnier de cet endroit où il est mort, prisonnier du temps qui passe, de la fatalité de sa condition humaine. Il y a vraiment tout un message là derrière. Je comprends totalement que ça peut en laisser certains en dehors, mais personnellement j'étais tellement séduit par l'idée et ça m'a bluffé. Et ce que je trouve intelligent, c'est que on a un renversement par rapport à d'autres films avec des fantômes. Là c'est un film sur un fantôme. Et à tous ceux qui se contentent de voir uniquement l'affiche du film, non, c'est pas un film d'horreur, sauf si vous avez peur des tartes, là c'est un autre délire. Et on passe au top 1. C'est mon film préféré, de tous les temps, de tous les films que j'ai pu voir dans ma vie, si j'en garde un seul, c'est celui-là. Vous ne verrez jamais un meilleur film qui traite de l'adolescence. Alors évidemment, c'est un film qui est ancré dans son époque et qui parle de l'adolescence à son époque, et là en l'occurrence c'est les années 80, c'est difficilement comparable avec de nos jours. Quoique. Dans ce film, John Hughes, il arrive à représenter toutes les subtilités de ce chapitre de la vie qu'est l'adolescence avec tout ce qu'il y a de bien et de pas bien. À première vue, le film il a rien d'original, on retrouve 5 adolescents qui sont collés, ils ont peu de choses en commun a priori, et c'est tous des clichés. On a le sportif, on a la princesse du lycée, on a le caïd, on a la meuf bizarre et on a l'intello. Mais la force du film justement c'est ça, c'est de confronter tous ces univers qui, à première vue, n'ont rien à voir, et de les faire interagir entre eux, de les faire discuter, les faire échanger leur point de vue sur plein de thèmes. Ça parle des parents, ça parle de sexe, ça parle de drogue, ça parle de la vie en général, ça parle du sport. Il y a vraiment plein de sujets qui sont abordés et chacun y va un petit peu de son grain de sel. Et ils arrivent à échanger là-dessus. Et personnellement, ce que je trouve fort, c'est que dans chacun de ces échanges, notamment un qui est très fort, c'est celui où chaque étudiant explique pourquoi il est collé. Le spectateur est un petit peu ce 6e étudiant qui lui aussi va à sa manière s'identifier dans un des personnages à un moment donné. Il y a des scènes qui marchent extrêmement bien sur moi, je m'identifie à plusieurs personnages à différents moments du film selon le contexte. Quand on y pense, c'est assez compliqué comme exercice de parler de choses qu'on aime, parce que c'est un truc qu'on a aimé, c'est un truc qu'on ressent, c'est difficile de mettre des mots sur des sensations comme ça. Et à l'inverse, un truc qu'on n'a pas aimé, ça va être plus simple de le critiquer, parce qu'on pourra dire avec des mots, clairement j'ai pas aimé la réal, j'ai pas aimé le comédien, j'ai pas aimé la musique, c'est plus concret. Là, dire qu'on a aimé, c'est mettre des mots sur des sensations plus fortes, je dirais. Donc c'est compliqué. J'espère que j'ai pu, à ma manière, un petit peu retranscrire ce que je ressentais par rapport à ces films et ce qui m'évoquait personnellement. Encore une fois, je le précise, ce top, il est purement subjectif, c'est mon avis, c'est les films que je préfère. Si vous les aimez pas, c'est ok. Si vous en préférez d'autres, c'est ok, et c'est normal en plus. Avant de terminer, je voulais vous parler d'une réflexion que je me suis faite il y a pas longtemps, en préparant ce top 10 justement, c'est que tous ces films, c'est des films que j'aurais pas découvert il y a encore quelques années. Parce que j'avais cet état d'esprit où j'avais du mal à m'intéresser à ce que je connaissais pas. Je restais un petit peu dans la sphère de ce qui me plaît, je revoyais souvent les mêmes films, et j'avais du mal à m'intéresser à d'autres trucs. Intéressez-vous à plein de choses. Prenez le temps, donnez-vous l'occasion de découvrir de nouvelles choses, quitte à être déçu, ça fait partie du jeu. Pensez à toutes les œuvres que vous aimez le plus aujourd'hui, et pensez au fait qu'à un moment donné, vous vous êtes juste donné la peine de vous y intéresser. Voilà, c'était juste un petit message que je voulais faire passer par rapport à une réflexion que je me suis faite. Voilà, j'espère que le top vous a plu. Dans les prochains temps, Max et Thomas vous feront également leur top 10 pour vous faire découvrir encore plus de films. Prenez soin de vous, moi je repars pour de nouvelles aventures. Ciao!